Alors, on verra avec Pauline un peu tout à l'heure, on reviendra sur certains points de l'activité partielle et il faut savoir que c'est un droit extrêmement évolutif actuellement parce que tous les jours, on a des nouvelles questions-réponses, de voir de haut et le cas échéant de rentrer dans les détails. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur la conversation, plus toutes les problématiques paye qui peuvent graviter autour de la crise sanitaire actuelle. Donc, on va avoir les reports de charges, on va avoir quid de mes cotisations plafonnées, qu'est-ce que je fais avec mes régimes de protection sociale complémentaires. Il y a eu la nouvelle prime PEPA qui a été modifiée, quid des droits à retraite de mes salariés. Et ensuite, à la toute fin, on reviendra sur le point un peu central et que tout le monde se pose, on a eu pas mal de questions là-dessus, c'est comment je calcule à proprement parler mes activités, mes allocations d'activités partielles et le cas échéant mon maintien de salaire pour tous mes arrêts de travail, arrêt garde d'enfants, arrêt personnes vulnérables. Bon. Le premier point que je vous propose d'aborder, c'est celui qui concerne le report de charge. Alors, le report de charge, c'est quoi? Déjà, ce n'est qu'un report, d'accord? C'est-à-dire que ce n'est en aucun cas une exonération des cotisations et des contributions de sécurité sociale URSSAF que vous devez payer. Ce n'est qu'un report qui va permettre, pour les cotisations de février qui auraient dû être payées en mars et pour les cotisations de mars qui vont être payées en avril, ça va vous permettre de reporter le paiement des charges alors pour l'instant, on n'a pas de texte, mais les annonces qui sont faites, c'est on va reporter le paiement pour un délai de 3 mois. D'accord? Donc les cotisations de mars qui auraient dû être payées, qui vont être payées en avril, qui auraient dû être payées le 5 ou le 15 avril, ça dépend de votre échéance de paiement de cotisation, elles vont pouvoir être payées en juillet 2020. D'accord? Quel type de cotisation ça concerne? Ça concerne toutes les cotisations et contributions de sécurité sociale de base, d'accord? Et ça ne comprend pas la retraite complémentaire à Carco, ni vos cotisations pour vos régimes de protection sociale complémentaire. Alors, je pense au régime frais de santé ou au régime de prévoyance, incapacité, invalidité, décès. Pour ce qui est de vos cotisations, donc on va appeler ça de base, vos cotisations URSSAF, les modalités, elles sont assez simples pour faire le report. En réalité, vous déposez votre DSN de manière tout à fait classique. Vous faites votre DSN et c'est dans la partie paiement de votre DSN que vous allez moduler le montant du virement CEPA qui va être effectué. Donc, soit vous pouvez le mettre à zéro, ou vous pouvez tout à fait le mettre, par exemple, je ne sais pas, vous avez 50 000 euros de cotisation par mois, vous pouvez le mettre à 25 000 euros. D'accord? C'est un montant, soit la totalité, soit on met zéro. Il y a certaines entreprises, alors c'est de plus en plus rare, qui ne font pas le virement via la DSN. Ce n'est pas un virement CEPA via la DSN. Pour ces entreprises, eh bien, elles font un virement tout simplement du compte bancaire de l'entreprise vers l'URSSAF. Et dans ce cas-là, il n'y a pas à moduler le virement CEPA sur la DSN. C'est tout simplement, vous allez moduler votre virement qui va partir vers l'URSSAF. Donc, c'est vraiment pour les cotisations de sécurité sociale de base. Pour ce qui est des cotisations de retraite complémentaire à Carco, vous savez que ces cotisations, vous ne les payez pas à l'URSSAF, vous les payez à votre caisse de retraite complémentaire. Votre caisse de retraite complémentaire, c'est ça peut être AG2R, ça peut être Malakoff, enfin, il y en a plein, et tout dépend de votre secteur géographique ou votre secteur professionnel. Vous avez une caisse déterminée. Normalement, vous devez la connaître. Et si vous souhaitez avoir un report pour les cotisations de retraite complémentaire, il faut se rapprocher directement de cette caisse pour solliciter le report. C'est une autre procédure que les cotisations classiques. Et les troisièmes typologies, c'est les cotisations de protection sociale complémentaire, frais de santé et prévoyance. Je les aborderai un peu plus tard, mais pour l'instant, retenez que ce n'est pas la même méthode que pour les cotisations URSSAF. Donc, il y a vraiment sur les reports de charges 4 points à retenir. Il faut distinguer les cotisations de base dont le report peut être effectué via la DSN en modulant le paiement. A priori, c'est un report sur 3 mois. J'espère que les entreprises qui demandent le report pourront solliciter un échelonnement plus tard parce que sinon, ça risque de faire des assez gros montants. Pour l'instant, on n'a pas de communication là-dessus. Deuxième point, pour la retraite complémentaire, ça ne se passe pas via la DSN. Il faut que vous vous rapprochiez de votre organisme de retraite complémentaire. Et le troisième point, pour les cotisations de protection sociale complémentaire, on va l'aborder dans la partie régime de protection sociale complémentaire, mais c'est encore un régime un peu différent.
Je ne sais pas s'il y a des questions sur le report, s'il y en a qui ont rencontré des difficultés quand ils ont opéré le report. Oui. Non, bon, parfait. Deuxième point qui se pose assez régulièrement, surtout qui s'est posé il y a une semaine quand les sociétés faisaient tourner leur paye et qui va se reposer nécessairement sur le mois d'avril, c'est, vous savez, il y a des cotisations qui sont dites plafonnées. Alors, les cotisations plafonnées, c'est quoi? C'est, par exemple, je prends la cotisation d'assurance vieillesse de base. On a une cotisation d'assurance vieillesse plafonnée. Donc, on va payer des cotisations jusqu'à un montant égal à une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui grosso modo est égal à 4 000 euros. Et toute la fraction des rémunérations supérieures à 4 000 euros, eh bien, je vais payer des cotisations dites déplafonnées. D'accord? Donc, on a vraiment la cotisation plafonnée dans une certaine limite et la cotisation déplafonnée qui s'applique sur toute la rémunération. Et il y a une question qui se pose, c'est quid de mon plafond mensuel de la sécurité sociale lorsque mes salariés sont placés en activité partielle? Est-ce que je dois le proratiser ou est-ce que je ne dois pas le proratiser? Et là-dessus, on a une circulaire de l'administration qui date de 2018 qui nous dit que lorsque les salariés sont en activité partielle, le plafond de la sécurité sociale doit être proratisé en fonction de l'absence. On va prendre un exemple très simple. On a un salarié qui est absent, qui va être absent 2 semaines sur le mois de mars, et il est en activité partielle sur une période de 2 semaines. Et il a 2 mois deux semaines d'activité classique qui donnent lieu à rémunération. Eh bien, ce salarié, pour calculer toutes les cotisations plafonnées, alors j'ai pris l'exemple de l'allocation, de la cotisation vieillesse de plafonner et déplafonner, mais il y en a d'autres. Prends l'exemple, par exemple, de la contribution assurance chômage, c'est dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. La contribution FNAL, il y a une fraction, c'est dans la limite de 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, il y a énormément de cotisations qui font appel à cette notion de plafond mensuel. Et pour ce qui est de ce plafond mensuel de la sécurité sociale, donc, pour revenir à mon exemple, mon salarié va avoir 2 semaines d'absence. On va diviser par 2 la sécurité sociale. Excusez-moi juste un instant. Attends, Quentin, juste un instant. Est-ce que la personne directrice PMBO peut faire en mute, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est bon, tu peux reprendre, Quentin. Parfait. Alors, donc, pour cette personne, on va diviser par 2 le plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être de 4 000 euros, il va être de 2 000 euros. D'accord? Et pour une personne qui va être absente tout le mois, ça va arriver pour certains salariés en avril, il va avoir un plafond mensuel de la sécurité sociale à 0. Mais on verra, en fait, l'incidence est relativement neutre en paye, mais il faut quand même avoir ce point-là en tête sur les cotisations plafonnées de sécurité sociale. Alors, troisième point que je voulais voir avec vous sur les régimes de protection sociale complémentaires, ce sont les régimes de protection sociale complémentaires, justement. Là-dessus, j'ai eu quelques questions dans le tableau. Donc, pour ce qui est de régime de protection sociale complémentaire, on va parler principalement des régimes frais de santé et des régimes de prévoyance, incapacité, invalidité, décès. Déjà, donc, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, en France, on a le système de sécurité sociale de base qui nous rembourse nos frais de santé ou alors quand on est malade qui va nous verser des indemnités journalières de sécurité sociale. Et les entreprises, en frais de santé, ont l'obligation de mettre un régime supplémentaire en place au profit de leurs salariés. Et en prévoyance, souvent, il y a des obligations conventionnelles qui nous imposent de mettre en place des régimes de prévoyance complémentaires. Et donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je dois maintenir au profit de mes salariés qui sont en activité partielle mes régimes frais de santé et prévoyance, incapacité, invalidité, décès? La réponse à cette question, dans l'immense majorité des cas, elle va être très simple. Ces régimes, ils sont collectifs et obligatoires dans 99% des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie qu'ils doivent ou à des catégories définies et de manière obligatoire. Et ces deux conditions, en fait, ce sont des conditions d'exonération URSSAF en temps normal. Et
une des composantes de ces obligations, en fait, de ces conditions du caractère collectif et obligatoire, c'est notamment que les régimes, frais de santé et prévoyance, doivent être maintenus aux salariés qui sont en situation de suspension indemnisée du contrat de travail. Et le régime de l'activité partielle est considéré comme une suspension indemnisée du contrat de travail, puisque le contrat de travail est bien suspendu et le salarié perçoit une indemnité, à savoir l'allocation partielle d'activité. Donc, on est en situation de suspension indemnisée du contrat de travail et j'ai l'obligation de maintenir les régimes frais de santé et prévoyance incapacité invalidité à mes collaborateurs. Donc ça, c'est la première partie de la question sur le régime de PSC. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est de quelle manière je les maintiens. Parce que vous savez, dans les entreprises, de manière très fréquente, on a une répartition de la cotisation. Par exemple, sur le régime frais de santé, on a une cotisation, je ne sais pas moi, de 40 €. Eh bien, l'employeur va payer 20 € et le salarié va payer 20 €. D'accord? On a une répartition à due proportion. Le pourcentage varie selon les entreprises, mais très souvent, on a une quote-part salariale et une quote-part patronale. Et la question, c'est, pour mes salariés qui sont en suspension indemnisée, de quelle manière je maintiens? Est-ce que je paye intégralement la cotisation? Est-ce que c'est à eux de payer intégralement la cotisation? Là, en réalité, dans la majorité des cas, vous devez les maintenir comme des salariés actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, avant l'activité partielle, il y avait 20 € de cotisation salariale et 20 € de cotisation patronale, eh bien, quand ils vont basculer en activité partielle, ça sera la même répartition qui sera opérée. Une autre hypothèse qui se rencontre de manière un peu moins fréquente, c'est en réalité le cas où le contrat d'assurance prévoit que, en suspension indemnisée du contrat de travail, l'entreprise va prendre en charge l'intégralité de la cotisation. C'est-à-dire que dans cette hypothèse, l'entreprise va payer toute la cotisation et le salarié n'aura zéro reste à charge. Ce sont des cas relativement peu fréquents, mais je vous invite quand même à vérifier les conditions générales et les conditions particulières de vos contrats d'assurance, frais de santé et prévoyance pour bien vérifier que ce n'est pas le cas dans votre entreprise. Parce que si c'est le cas, bien sûr, il faudra mettre en œuvre la prise en charge intégrale de cette cotisation. Le troisième point à se poser sur nos régimes de protection sociale complémentaire, c'est quelles sont les cotisations que je dois payer. Est-ce que, déjà, premier point, comme pour l'URSSAF, j'ai un droit au report de mes cotisations, de mes régimes frais de santé et prévoyance? Eh bien, la réponse à cette question, elle est non. Il n'y a pas de droit à un report des cotisations frais de santé et prévoyance. C'est de la pure négociation avec votre organisme assureur. Il faut savoir que dans certaines branches, les organismes assureurs qui géraient la branche professionnelle, si on y a adhéré, ont accepté de ne pas faire payer carrément les cotisations sur un mois donné. Je pense à deux branches notamment, la branche des hôtels, cafés, restaurants, où l'organisme assureur a dit sur les mois Covid-19, vous ne payez pas de cotisation et je maintiens les régimes. Donc, c'est vraiment une mesure de faveur. Et aussi à la branche du BTP, où ProBTP a fait cette annonce. D'accord? Mais si on n'est pas dans ces branches-là, il faut se rapprocher de son organisme assureur pour voir s'il y a des mesures spécifiques qui ont été mises en œuvre et si il accepterait à minima un report des charges, encore une fois, si vous avez besoin de sauvegarder votre trésorerie. Sur l'assiette des cotisations. En matière de frais de santé, dans la majorité des contrats, les cotisations, elles sont fixées de manière forfaitaire. Donc, ça va être soit un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, par exemple 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ça fait à peu près 200 € par mois, donc ça fait costaud comme cotisation. Ou alors en euros. Souvent, on a des cotisations qui sont fixées directement en euros. En revanche, pour ce qui est des régimes de prévoyance, incapacité, invalidité, décès, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que ces cotisations, dans l'immense majorité des cas, elles sont fixées, et je pense que vous le voyez très bien sur vos bulletins de paye, en pourcentage de la rémunération, en pourcentage du salaire. D'accord? Donc, par exemple, on va dire c'est 2,5% de la rémunération du collaborateur. Et en fait, la difficulté qu'on a ici, c'est que parfois, la rémunération, elle est définie
en fonction de la rémunération telle qu'elle est soumise à cotisation et contribution de sécurité sociale. Par exemple, on dit ça va être 2,5% de la rémunération telle qu'elle est prise pour être soumise à cotisation et contribution de sécurité sociale. Et dans cette hypothèse, le vrai problème qu'on a, c'est que l'allocation d'activité partielle, on le verra un petit peu plus tard en détail, mais elle n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale. Donc, on va prendre un exemple, une entreprise qui ferme totalement sur le mois d'avril et qui va verser que des allocations d'activité partielle à ses salariés. Et bien en fait, les salariés vont avoir zéro de rémunération. Et donc, 2,5% de zéro, et bien ça nous fait zéro de cotisation au régime de prévoyance. Quentin, 2 secondes. Est-ce que tout le monde est bien en mute, s'il vous plaît? Oui. Ok. Bon, il y avait un petit bug. Tu peux reprendre, Quentin. Désolé. Et donc, on a pas mal d'entreprises qui se posent la question, j'ai zéro de cotisation, j'ai zéro de rémunération soumise à charge, donc est-ce que je paye zéro au titre de mon régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès, sous réserve de la définition de la rémunération dans mes conditions générales? Et la réponse à cette question, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, pourquoi? Parce que d'un point de vue strictement contractuel, c'est-à-dire que je m'arrête à la stricte lecture des conditions générales, et encore, il faut vraiment faire une analyse de chacun des contrats d'assurance des entreprises. Mais si je m'arrête à la stricte lecture, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, il faut payer zéro. Après, le risque de payer zéro, pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que les régimes de prévoyance, c'est un peu comme des grosses balances. C'est-à-dire que chaque année, il y a des entrées et il y a des sorties, et on fait le point à la fin de l'année. Et si jamais il y a trop d'entrées et pas assez de sorties, votre régime il est déséquilibré. Et donc votre organisme assureur, il va dire votre régime il est déséquilibré, et l'année prochaine, il va sûrement vous appeler plus de cotisations. Il va vous dire en fait, soit vous payez plus de cotisations, soit je résilie votre contrat. Donc ça, c'est le premier point. Si jamais vous dites j'ai zéro de cotisation, je ne vais pas payer de cotisation prévoyance, il y a un risque de déséquilibre de votre régime. Le deuxième point, c'est que les organismes assureurs, ils peuvent se dire aussi, moi j'ai zéro qui rentre, même si je sais que juridiquement c'est un peu touchy de se dire ça, j'ai zéro qui rentre, et dans ce cas-là, je ne vais pas verser de prestations ou je suspends le contrat d'assurance. Je vais voir même, j'ai eu des discussions avec certains qui vont jusqu'à dire, si j'ai zéro qui rentre, je mettrai en œuvre une procédure de résiliation pour non-paiement de la cotisation. C'est un peu costaud comme position, je ne sais pas si ça a vraiment été mis en œuvre, mais j'ai discuté avec des organismes assureurs qui disent on est prêt à aller jusque-là. Et le troisième point, c'est que souvent, l'assiette des cotisations, elle est en miroir avec l'assiette des prestations. Et donc, si on dit il y a zéro qui rentre, de facto, vos prestations, c'est pareil, elles vont être réduites puisque l'assiette qui sert aux prestations, notamment au calcul des indemnités journalières complémentaires, elle risque d'être réduite également. D'accord? Donc, ces trois raisons, il faut être vigilant. Pour ces trois raisons, il faut être vigilant quand vous dites moi je ne vais pas payer de cotisation pour mon régime de prévoyance. Surtout qu'il y a une position un peu de place qui est sortie de l'ensemble des organismes assureurs, qui est venu dire, en gros, quelles que soient les dispositions des contrats d'assurance, les allocations d'activité partielle doivent être prises en compte pour calculer les cotisations au régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès. Donc on voit bien qu'ici, les organismes assureurs, ils font tout pour qu'il y ait des cotisations qui continuent de rentrer pendant cette crise liée au Covid-19. Donc, moi, ma préconisation là-dessus, c'est 1, vous maintenez les régimes pour les salariés. 2, pour ce qui est des cotisations au régime frais de santé, il n'y a pas de débat, il faut les payer, puisque dans la majorité des cas, elles sont forfaitaires. 3, pour ce qui est des cotisations au régime de prévoyance, incapacité, invalidité, décès, il faut, 1, vérifier vos contrats d'assurance pour voir comment est définie l'assiette de ces cotisations. Si c'est en fonction de la rémunération soumise à impôt sur le revenu, il n'y a pas de débat. Si c'est en fonction des cotisations de sécurité sociale, là, on risque d'avoir une difficulté. Et donc, il faut se rapprocher de son organisme assureur pour savoir de quelle manière on opère. Et comme je vous l'indique, il y a de grandes chances qu'ils vous disent vous prenez en compte les allocations d'activité partielle pour calculer ces cotisations, même si contractuellement, encore une fois, c'est un peu touchy de dire ça. Alors je passe parce qu'il y en a qui commencent à dire si on n'applique pas strictement notre contrat d'assurance, ça veut dire qu'on n'applique pas bien nos régimes de protection sociale complémentaire. Ça veut dire que potentiellement l'URSSAF pourra venir nous embêter.
Je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et très honnêtement, même si juridiquement, oui, il y a un risque URSSAF plus tard parce qu'on n'applique pas bien nos contrats d'assurance, je ne vois pas les URSSAF redresser sur ce genre de problématique. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le régime de protection sociale complémentaire, puisque j'avais quelques remontées qui étaient dans le tableau. J'ai essayé de répondre à tous les points qui avaient été évoqués. Des questions? Non. Okay. Ça paraît très clair. Quentin, merci. Parfait. Alors, ensuite, on va passer à… Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des dispositifs d'épargne salariale, de participation, d'intéressement. Et on va aussi évoquer la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui a été modifiée. Alors, déjà rapidement sur les dispositifs de participation et d'intéressement. Alors, la participation et l'intéressement, c'est quoi? Ce sont des dispositifs d'épargne salariale qui permettent de verser, donc la participation est obligatoire dans une entreprise de plus de 50 salariés et l'intéressement, c'est un dispositif facultatif et ça permet de verser des droits en franchise de charges et d'impôts sous réserve des placements aux salariés. En gros, dans la majorité des cas, on fait un calcul sur l'année N par rapport au résultat de l'année N et on verse les droits sur l'année N plus 1. Et les droits, dans la majorité des cas, ils sont versés à la fin du 5e mois qui suit la clôture. Donc, si on a une entreprise qui est sur un exercice social classique, 1er janvier, 31 décembre, les droits doivent être versés avant le 1er juin en matière de participation et d'intéressement. Il y a une ordonnance qui est intervenue pour nous dire les droits à intéressement et à participation qui devaient être versés sur l'année 2020 pourront être versés jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reporter le paiement des droits à participation et intéressement de l'année 2020, de l'année 2019 en 2020, et ce, sans application des pénalités et des majorations qu'on aurait dû verser aux salariés. Il y a une question qui se pose par rapport à ça et qui revient très régulièrement de la part de nos clients. Est-ce que je dois formaliser ce report par un accord avec mes élus? Parce que vous savez qu'il y a des modalités de négociation un peu dérogatoires qui ont été mises en œuvre. Est-ce que je dois faire un courrier d'information à mes collaborateurs? Enfin, est-ce que je dois faire quelque chose? Alors, l'ordonnance qui est venue nous dire on peut reporter, elle est silencieuse sur ce point. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas est-ce que je dois informer, est-ce que je dois faire un accord. À partir du moment où elle est silencieuse, on comprend que c'est une mesure qui s'applique de plein droit. C'est-à-dire que de facto, moi, je peux décider unilatéralement de reporter le paiement. L'idée sous-jacente, c'est quoi? Encore une fois, c'est que le gouvernement a voulu mettre en œuvre tous les leviers permettant de conserver la trésorerie de l'entreprise, d'accord, jusqu'à la fin de cette période de confinement. Mais à mon sens, il n'y a pas besoin de faire d'accord, il n'y a pas besoin de le formaliser. En revanche, à minima, ça me semble opportun de faire une information aux collaborateurs via courriel, un petit courriel à tous les collaborateurs, ça serait suffisant. Ou alors, si vous disposez d'un intranet, on peut imaginer une information via l'intranet. Voilà. Donc, une petite information en expliquant que normalement, les droits auraient dû être versés à telle date. Le gouvernement a admis que cette date soit reportée. Dans ce contexte de confinement et eu égard au fait qu'on essaye de conserver, de maîtriser notre trésorerie, nous avons décidé de reporter le paiement à telle date. Voilà. Donc, ça me semble opportun de procéder à cette information des collaborateurs. Deuxième question qui se pose, alors ça ne va pas être dans l'immédiat, c'est des questions qui vont se poser en 2021. Parce que quand on va calculer nos droits à participation et intéressement à 2021, nécessairement tout ce qui se passe cette année, ça va avoir une incidence. Première incidence, c'est nous, on a déjà eu des remontées de salariés en ce sens. C'est moi, je suis placé en activité partielle, du coup, j'aurai moins de droits à participation et moins de droits à intéressement l'année prochaine. La réponse est non, parce que quel que soit le mode de répartition de votre épargne salariale, c'est-à-dire en fonction du temps de présence ou en fonction du salaire, je ne pense même pas à la répartition uniforme parce que dans ce cas-là, ce n'est pas impacté. On a un texte dans le Code du travail qui nous dit expressément que l'activité partielle n'a pas d'incidence. C'est-à-dire que si on est sur une répartition en fonction du temps de présence, la période d'activité partielle est assimilée à du temps de présence, du temps de travail effectif. Et si on est sur de la rémunération, eh bien, on va prendre en compte la rémunération que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
un peu comme un accident du travail ou une maladie professionnelle ou alors un congé maternité. Donc, il n'y a pas d'incidence de ce point de vue-là. Deuxième incidence qu'on peut avoir, c'est pour la formule de participation légale. Parce que vous savez que la formule de participation légale fait appel à plein d'agrégats, le bénéfice, la valeur ajoutée, les capitaux propres, mais aussi au salaire. Et les salaires pris en compte pour calculer ma réserve spéciale de participation légale, ce sont les salaires soumis à charge, les revenus d'activité soumis à cotisation et contribution de sécurité sociale. Donc, de facto, si j'ai des salariés en activité partielle, j'aurai moins de revenus soumis à charge et donc ça va faire baisser ma réserve spéciale de participation. Là, pour l'instant, nous, on considère que oui, effectivement, les revenus d'allocation partielle ne sont pas à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. On sait qu'on a une jurisprudence extrêmement extensive de la Cour de cassation sur cette notion de salaire servant au calcul de la réserve spéciale de participation. Donc, on ne serait pas étonné qu'à l'avenir, on ait des petites positions de l'administration là-dessus. Je pense qu'on aura le temps de se poser ces questions en 2021, une fois qu'on aura réglé tous nos autres problèmes. Mais il faut quand même juste l'avoir en tête, ce point-là, pour anticiper toutes les problématiques paye et épargne salariale qui peuvent se poser. Est-ce qu'il y a des questions sur la participation et l'intéressement? Non. Non. Juste Quentin, il y avait une petite question sur le point d'avant qui est écrit sur la droite au niveau des commentaires. Il y avait une précision sur les cotisations de retraite à calculer sur le salaire reconstitué. Est-ce que c'est à calculer sur le salaire reconstitué? Alors, j'y viendrai. Je fais la prime PEPA et je fais une petite partie retraite après. Ok, super. Merci beaucoup. Pas de souci. Ensuite, pour ce qui est de la prime PEPA, alors je rappelle ce que c'est ce dispositif, c'est la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc c'est un dispositif qui a été créé l'année dernière, en 2019, à la suite de la crise sociale des Gilets jaunes. Schématiquement, c'est quoi? C'est une prime d'un montant maximal de 1 000 € que l'employeur peut verser à tous les salariés. Et cette prime, elle est exonérée de cotisations, de contributions et d'impôts sur le revenu pour tous les salariés qui perçoivent une rémunération inférieure à 3 SMIC. Ce dispositif, il a été reconduit en 2020, mais le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est que en 2020, il a été reconduit, mais pour verser cette prime, on avait l'obligation de disposer d'un accord d'intéressement. D'accord? Donc, en gros, toutes les entreprises qui n'avaient pas d'accord d'intéressement ne pouvaient pas verser cette prime en franchise de charges et d'impôts. Alors, il faut comprendre que, parce qu'on a eu beaucoup de questions avant la crise sanitaire actuelle sur ce point, le gouvernement, il n'a pas fait ça pour embêter les entreprises. Il a fait ça parce que, à terme, il veut abandonner ce dispositif de prime exceptionnelle. Et donc, il s'est dit, on va inciter toutes les entreprises à mettre en place un accord d'intéressement. Et pour leur montrer que l'intéressement, c'est un dispositif qui peut être extrêmement intéressant. Et comme ça, on va arrêter au fur et à mesure, sur les prochaines années, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, il y a eu une grosse grogne là-dessus, mais il y avait une vraie logique derrière qui se comprenait pour le coup. Bon, il y a eu la crise sanitaire actuelle et il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées en disant, moi, entreprise, mes salariés participent à la continuité de l'activité. J'ai des salariés qui prennent des risques tous les jours pour se rendre sur leur lieu de travail. J'ai des salariés, j'ai eu même des entreprises, si vous voulez, des S2I, des entreprises de secteur de conseil, qui sont venus me dire, j'ai beaucoup de salariés en télétravail, mais j'en ai d'autres qui sont du service informatique, qui font des pieds et des mains pour que les serveurs tiennent. Et donc, eux, vraiment, ils sont essentiels à la poursuite de l'activité de mon entreprise et je souhaiterais les remercier. Et donc, il y a eu des espèces de remontées comme ça sur les premiers jours liés de la crise. Et on a eu des annonces gouvernementales qui ont donné lieu à une ordonnance. Et cette ordonnance, elle est venue modifier la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Alors, quels sont les points qui ont été modifiés? Il y en a 3 principalement. 4, on va dire 4. La première, c'est que cette prime, jusqu'à 1 000 €, elle n'est plus conditionnée à l'existence d'un accord d'intéressement. C'est-à-dire que quand bien même je n'ai pas d'accord d'intéressement, je peux verser une prime, on va l'appeler prime Macron, parce que tout le monde la connaît sous cette dénomination, donc je peux verser ma prime Macron à mes collaborateurs. Je peux toujours, au deuxième point qui a été modifié, je peux même aller jusqu'à un montant de 2 000 €. Donc, entre 1 000 et 2 000 €, je peux verser une prime Macron, mais dans ce cas-là, je retrouve ma condition d'avoir un accord d'intéressement. Donc, 0 000 €,
pas de condition d'accord d'intéressement. Entre 1000 et 2000 euros, j'ai une condition d'avoir un accord d'intéressement. Deuxième point qui a été modifié, c'est la date de versement. J'avais jusqu'au 30 juin 2020 pour la verser et pour faire un accord collectif ou une décision unilatérale, parce que je vous rappelle qu'il faut formaliser le versement de cette prime. Et cette date a été repoussée au 31 août 2020. Donc, j'ai 2 mois supplémentaires pour le faire. Le troisième point qui a été modifié, c'est les critères. Les critères qui permettent de moduler le montant de cette prime entre mes salariés. Avant la crise liée au Covid-19, j'en avais 4. J'avais, premier critère, la classification de mes salariés. Cadre, agent de maîtrise, ouvrier. C'est-à-dire que je pouvais faire varier le montant de ma prime entre la classification entre mes différentes catégories de salariés. Deuxième critère, c'était le temps de présence, c'est-à-dire le temps de présence dans l'année. Par exemple, je n'ai pas envie de verser la prime, le même montant de prime à mes salariés qui sont là depuis, qui ont été là sur 12 mois et à mes salariés qui sont là uniquement depuis 6 mois. Donc, je vais faire varier le montant en fonction du temps de présence de mes salariés. Troisième critère, c'est le temps de travail. Alors, le temps de travail, ça fait référence aux salariés à temps partiel. Je n'ai pas envie de verser le même montant à mes salariés qui sont présents 35 heures par semaine et à mes salariés qui sont présents 20 heures par semaine. Donc, je pouvais aussi faire varier en fonction du temps de travail. Et quatrième critère qui pouvait être utilisé, c'est en fonction de la rémunération. Je pouvais faire varier en fonction de tranches de rémunération. Donc, tous ces critères permettaient de faire varier le montant de la prime que j'attribuais à mes salariés. J'attire votre attention sur le point que ce n'était qu'une faculté. En aucun cas, je n'avais l'obligation de faire varier le montant de ma prime entre ces 4 critères. Et pour répondre… Quentin, 2 secondes. Excuse-moi, Quentin. Est-ce que tout le monde peut vraiment se mettre en mute, s'il vous plaît? Il y a une personne qui s'est enlevée de mute. C'est bon? Non, c'est pas bon. La personne HP Mirkovic. Oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre en mute, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce que c'est le mute. En muet, pardon. En fait, en haut de votre écran, il y a un bouton muet et vous pouvez cliquer dessus. Non. Vous n'y arrivez pas? Bah non, je ne suis pas très douée en informatique. C'est pas grave, on va réessayer. Stéphanie, quand on est… Parfois, c'est en bas. Ouais. Pardon? Parfois, c'est en bas. Sur mon ordinateur, par exemple, c'est en bas à gauche. Merci beaucoup, ça y est. Merci beaucoup. Donc, c'est bon, tu peux reprendre, Quentin. Désolé. Donc, j'étais en train de dire, oui, la prime PEPA. Donc, ces critères de modulation, le gouvernement en a ajouté un nouveau qui est schématiquement, c'est je peux moduler en fonction sur un critère qui concerne la participation ou non à la poursuite de l'activité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Donc, en fait, ce 5e critère, je vais pouvoir l'utiliser pour moduler le montant de ma prime exceptionnelle, ma prime Macron, en fonction des salariés qui, dans le cadre de cette crise sanitaire actuelle, continuent à travailler ou alors participent à l'effort de poursuite d'activité au sein de l'entreprise. Alors, j'attire votre attention sur un point, parce qu'on a eu beaucoup de demandes de clients qui nous ont dit « Ok, bah, c'est parfait, moi, je vais verser ma prime Macron aux salariés qui travaillent sur le site. Par contre, tous mes salariés qui sont en télétravail, eh bien, je ne vais pas leur verser de prime Macron. » Attention, on parle de modulation du montant de la prime. On ne parle pas d'un critère qui permet d'exclure des salariés. Donc, a priori, en l'état de la doctrine administrative, pour nous, on ne peut que réduire le montant, faire un montant inférieur aux salariés qui sont en télétravail et verser un montant supérieur aux salariés qui travaillent sur site ou qui sont au front directement avec cette épidémie. Mais c'est un peu risqué d'exclure tous les salariés qui ne sont pas dans cette catégorie. D'accord ? Donc voilà sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Je ne sais pas s'il y a des questions, si certains d'entre vous ont envisagé de la verser. Alors, je vois des questions qui apparaissent. Alors, si l'entreprise est fermée quelques semaines, peut-on verser cette prime?
Alors oui, il n'y a pas de critère d'ouverture de l'entreprise pour verser cette prime. Le critère, ce sont les salariés qui vont être présents au moment du versement de cette prime, alors que le contrat de travail soit suspendu ou non en réalité, hein, parce que c'est être employé par l'entreprise à la date de versement. Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Si l'entreprise est fermée, vous pouvez tout à fait verser cette prime. Peut-on verser une deuxième prime si elle a déjà été versée? C'est une excellente question, ce qui est loin d'être évidente. Alors, pourquoi c'est loin d'être évident? Parce que partout, quand on lit, donc c'est l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale et la circulaire qui est sortie en janvier 2020, il parle de la prime. La prime, c'est le singulier qui est utilisé partout. La possibilité de fractionner le versement de cette prime. D'accord? Donc, nous, en l'état de la doctrine administrative et des textes, à notre sens, si une prime a déjà été versée, on ne peut pas à nouveau verser un supplément. On peut toujours trouver des petites astuces en parlant, par exemple, bon, bah voilà, il y a une première prime qui a été versée, il faut être habile dans la rédaction de l'accord collectif ou de la décision unilatérale et essayer de la rattacher à la première prime en parlant d'un complément de première prime. On peut toujours trouver des petites astuces, mais en l'état de la doctrine et des textes, on ne peut pas vous certifier à 100% que si vous versez cette prime, ça passera d'un point de vue URSSAF. Donc, il faut être vigilant dans la rédaction et peut-être qu'on aura des positions. Alors, il faut savoir que c'est des questions qui remontent à la direction de la sécurité sociale et à la DGT parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se la posent. Donc, peut-être qu'on aura des indications dans les prochains jours. Mais en l'état de la doctrine et des textes, c'est plutôt risqué à mon sens. Et si vous souhaitez le faire, il faut être particulièrement vigilant dans la rédaction de la décision unilatérale de formalisation de versement de cette seconde prime. Est-ce qu'à l'intérieur d'un collège, on est obligé de verser la prime à tout le monde? Oui. À l'intérieur d'un même collège, donc modulé selon les critères qu'on a évoqués auparavant, vous devez verser la prime à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va prendre 2 salariés, on va faire une modulation par exemple en fonction de la catégorie et vous allez verser, je ne sais pas moi, 300 € aux salariés ouvriers, 200 € aux agents de maîtrise, 100 € aux cadres. 2 salariés qui sont ouvriers vont devoir avoir le même montant, c'est-à-dire 200 €. Après, j'ai eu pas mal de questions comme ça, effectivement, mais on peut essayer de trouver via les autres critères de modulation que vous n'avez pas utilisés, eh bien, on peut essayer de moduler, par exemple. Imaginons, en fait, ces 2 salariés, ils n'ont pas été présents toute l'année sur la même durée parce que je sais pas, il y en a un qui est arrivé plus tard que l'autre dans l'entreprise ou il y en a un qui a eu des absences pour maladie assez importantes. Eh bien, on va pouvoir utiliser le critère du temps de présence pour moduler, mais en tout état de cause, on ne peut utiliser que les critères légaux, c'est-à-dire temps de présence, temps de travail, catégorie, rémunération et critères liés au Covid-19 pour moduler. Mais on ne peut pas utiliser d'autres critères pour ne pas verser ou moduler au sein d'une même catégorie. Donc, peut-on verser en plusieurs fois? On y a répondu. Peut-on distinguer CDI et apprenti pour les catégories professionnelles? À mon sens, alors on n'a pas de position de l'administration. À mon sens, la réponse est négative. Puisque un apprenti, ça reste un salarié en contrat de travail à durée déterminée. D'accord? Ce n'est pas une catégorie professionnelle à proprement parler. Et d'ailleurs, on avait eu le cas pas mal de fois sur des régimes de protection sociale complémentaires où on voulait mettre un régime de protection sociale, un régime frais de santé pour les apprentis, un régime spécifique pour les apprentis. Eh bien, l'URSSAF nous disait systématiquement non, ça ne passe pas. Vos apprentis, ce n'est pas une catégorie professionnelle. Vos apprentis, ils sont en CDD et ils relèvent de la classification professionnelle et ils sont placés ouvriers, agents de maîtrise ou cadres. Donc, à mon sens, on ne peut pas faire une distinction CDI, apprenti, contrat pro également, pour le versement de cette prime. Ok. Il y avait des questions un peu plus haut, je ne sais pas si tu as vu, Quentin, ça ne concernait peut-être pas la prime, mais je ne sais pas si tu as répondu. Ah oui, est-ce que je peux faire une différence entre les télétravailleurs et ceux qui se déplacent en usine? Alors, j'y ai répondu tout à l'heure via l'utilisation du critère Covid-19. En fait, vos salariés qui sont en usine, de facto, ils vont être plus en risque par rapport à l'épidémie. Et donc, on est en plein dans le critère de modulation qui a été créé dans le cadre de l'ordonnance. Donc, vous pouvez parfaitement, à mon sens, moduler le montant de la prime entre vos télétravailleurs et vos salariés en usine
La logique voudrait que les salariés en usine perçoivent plus, hein, bien évidemment, mais après, on ne nous a pas dit dans quel sens on pouvait moduler, parce que là, c'est une vraie question, ce point-là également. Donc ça, on peut parfaitement faire une distinction, sauf, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, à mon sens, en l'état des textes, on ne peut pas donner 0 aux télétravailleurs et par exemple 500 € aux salariés en usine. Une modulation, ce n'est pas une exclusion. On peut verser moins, mais on ne peut pas exclure. D'accord. Il y avait une question plus haut, je ne sais pas si tu l'avais vue, c'était… La retraite, Voilà, tout à fait. je vais y répondre juste là. Ok, super, merci. Donc, on a fait le tour un peu de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Donc, moi, vraiment, la vigilance, c'est vigilance sur la rédaction de votre DU et de votre accord collectif si vous utilisez le critère Covid pour utiliser vraiment des éléments objectifs qui permettent de justifier les modulations par rapport à ce critère sur vos salariés. Pour ce qui est de la retraite, alors la retraite, on a énormément de questions qui remontent. Est-ce que moi, en tant que salarié, je vais avoir une incidence sur mes droits à retraite? Alors, vous savez, en France, on a actuellement, plus pour très longtemps, même si la réforme a été suspendue, actuellement, on a 2 régimes de retraite. On a la retraite de base, qui est gérée par la caisse, la CNAV, Caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les salariés classiques du régime général. Et on a la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui est une retraite par points, qui est gérée par les caisses de retraite complémentaires. Vous savez, on les a évoquées au tout début de ce podcast sur la question des reports de charges. Alors, pour ce qui est de la retraite de base. Alors, je vais essayer de faire un truc parce que ça sera beaucoup plus clair. Partage Hop, d'écran. vous me dites si je vais essayer de partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez le Paint là qui s'est ouvert? Oui, oui, tout à fait. Alors, la retraite de base, si vous voulez, la pension de retraite de base, elle est égale à les salaires, d'accord? Donc, c'est les salaires des 25 meilleures années qui sont retenus, multipliés par un coefficient, donc on va l'appeler X, multiplié par la durée d'assurance, donc c'est le nombre de trimestres que j'ai cotisé, divisé par la durée d'assurance que je dois avoir pour avoir une retraite à taux plein. Donc là, ce critère-là, il est légal, enfin il est réglementaire et il varie selon la date de naissance du collaborateur. Donc j'ai plus exactement, mais on va dire ça peut être 170 trimestres, 160 trimestres. Et donc la question qui se pose ici, c'est est-ce que ma période d'activité partielle va impacter mes droits à retraite? Et donc il faut distinguer nos différents agrégats. Pour ce qui est du salaire, alors pour ce qui est du salaire, la réponse elle est oui. Pourquoi? Parce que le salaire qui est pris en compte, c'est le salaire de mes 25 meilleures années tel qu'il est pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Et comme je vous l'ai dit, on le verra à la toute fin, c'est le dernier point, l'allocation d'activité partielle, elle est exonérée de charges. Et donc, on ne va pas prendre en compte l'allocation d'activité partielle pour la détermination de mon salaire dans le calcul de ma pension. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai eu des clients qui m'ont dit « Ah oui, mais c'est problématique ». Ça me paraît en réalité plutôt anecdotique parce que je vous rappelle que c'est le salaire des 25 meilleures années. Donc, ce n'est pas 2 mois d'activité partielle qui vont avoir une incidence importante sur cet agrégat de la formule de calcul. Pour ce qui est du coefficient, alors le coefficient, il dépend également de votre durée d'assurance et toutes les périodes d'activité partielle, alors je schématise un peu, mais grosso modo, c'est ça, toutes les périodes d'activité partielle vont être considérées comme des périodes Ah, on n'entend plus. à prendre en compte, les périodes d'activité partielle, et on va les assimiler pour le calcul de ce coefficient et pour le calcul de D. C'est-à-dire que les salariés ne vont pas avoir de perte de trimestre cotisé pour le calcul de leur retraite de base. D'accord? Donc la seule incidence, en fait, ça va être le salaire, mais c'est anecdotique. Mais sur les autres paramètres du calcul du salaire, on n'a pas de difficulté. Le deuxième type de régime qui existe, ce sont les régimes de retraite complémentaires. Alors, le régime de retraite complémentaire, ce sont des régimes par points. C'est-à-dire que chaque euro cotisé par le salarié va lui ouvrir droit à des points. Et plus il a de points au moment où il liquide sa retraite, et plus il va avoir une pension de retraite complémentaire élevée. Et la question, c'est est-ce que
mon activité partielle, elle me donne droit à des points. Donc déjà, le point de départ pour répondre à cette question, c'est les revenus d'activité partielle, l'allocation d'activité partielle, elle est exonérée de cotisations, comme on l'a vu, et notamment de cotisations de retraite complémentaire. Donc par principe, toute votre allocation de retraite complémentaire ne vous donne pas droit à des points Agirc Arco. Mais il y a un dispositif spécifique dans la retraite complémentaire qui nous permet, dans un certain nombre de situations, d'avoir des points de retraite complémentaire gratuits. C'est-à-dire qu'on va faire comme si le salarié avait travaillé et on va dire, bon bah voilà, si tu avais continué à travailler, tu aurais eu le droit à tant de points et donc je vais te donner tant de points. Et notamment, on a le droit à des points de retraite complémentaire gratuits lorsqu'on est en période d'activité partielle. D'accord? Donc, il ne va pas. Alors, on a le droit à des points en retraite complémentaire gratuits avec une franchise de 60 heures. C'est-à-dire que les 60 premières heures d'activité partielle, donc ça nous fait à peu près une semaine et 4 jours, ne donnent pas droit à des points gratuits. Mais une fois qu'on a dépassé cette franchise, on va avoir droit à des points gratuits. Donc, hormis tout ça, hormis tous ces éléments, hormis cette petite franchise, il n'y a également pas d'incidence pour la retraite complémentaire Agirc Arco. Donc, vous pouvez rassurer vos collaborateurs en activité partielle. Hormis cette petite franchise, on n'aura pas d'incidence majeure sur les droits à retraite. Alors, j'ai perdu le fil de la discussion, du coup, avec mon écran partagé. Arrêté. Voilà. Est-ce qu'il y a, alors, j'ai vu qu'il y a une question sur l'épargne salariale, je vais y répondre. Est-ce qu'il y a une question par rapport à la retraite? D'ailleurs, il y a la question, excusez-moi, sur la cotisation de retraite, j'y reviendrai. Vous verrez, en fait, il n'y a pas de cotisation de retraite à payer puisque c'est totalement exonéré, mais vous avez des dispositifs qui permettent quand même de maintenir la retraite de base et la retraite complémentaire, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Alors, j'aimerais revenir sur l'épargne salariale, participation, intéressement, afin de savoir si en cas d'activité, nous devons faire un prorata du temps de présence des collaborateurs. Alors, un prorata du temps de présence, donc j'imagine que vous évoquez la problématique de lorsque je vais verser mes droits en 2021, est-ce que je vais impacter le montant que je vais verser à mes collaborateurs du fait de l'activité partielle qui a été mise en place? Là-dessus, vos accords d'intéressement ou de participation, je vous rappelle, ils peuvent prévoir 3 modes de répartition. Soit une répartition uniforme, c'est-à-dire que tous les collaborateurs, quelle que soit leur situation, ont les mêmes droits. Donc là, c'est très très rare comme mode de répartition, mais dans ce cas-là, de facto, il n'y a pas d'incidence par rapport à l'activité partielle. Deuxième mode de répartition, c'est la répartition proportionnelle au temps de présence. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait se dire, bon, bah, mes salariés sont en activité partielle pendant 1 mois, 2 mois, donc je vais leur verser moins de participation et moins d'intéressement. En gros, je vais faire, s'ils ont été en activité partielle 2 mois, eh bien, ça va être, je vais leur verser leur droit complet multiplié par 10/12e. Mais on a un texte dans le Code du travail qui nous dit que pour les salariés en activité partielle, il faut neutraliser l'absence des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on va faire comme s'ils étaient présents. C'est comme pour un salarié, une salariée en congé maternité ou un salarié en accident du travail, maladie professionnelle. Également, sur la répartition proportionnelle au salaire. Quentin, on n'entend pas très bien. Il y a personne, tout le monde est en mute. Ça vient peut-être de ton micro. C'est mieux là? Non. Non. Ah là, c'est mieux. Là, c'est mieux? Ouais, c'est parfait. Okay. L'autre mode de répartition qu'on peut avoir, c'est la répartition proportionnelle au salaire. Et là également, le salaire, vu que le salarié va être en activité partielle, eh bien, il n'a pas de salaire à proprement parler. Il a un revenu de remplacement, mais il n'a pas de salaire. Donc, on pourrait dire, c'est pareil, ça va l'impacter. Mais de la même manière, on a un texte dans le Code du travail qui vient nous dire que pour les salariés qui sont placés en activité partielle et en cas de répartition proportionnelle au salaire, eh bien, dans ce cas-là, on va prendre en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler. Donc, en fait, en réalité, sur la répartition proportionnelle au salaire et proportionnelle au temps de présence, il n'y a pas d'incidence sur la répartition des droits à intéressement et à participation qui interviendront en 2021. Pour une activité partielle à 50%, quid des charges complément de travail, quid de la reprise? On va l'évoquer dans le dernier point. Donc, on va arriver sur le point sur lequel on a eu pas mal de questions et qui est un peu à la frontière droit du travail. C'est pour ça que Pauline nous a rejoint
qui va pouvoir nous éclairer de pas mal de points. C'est la problématique de l'activité partielle et qu'est-ce que je dois payer à mes collaborateurs? Est-ce que je paye des charges sur ce que je verse à mes collaborateurs? Et l'articulation avec les arrêts garde d'enfants. Quand je suis en arrêt garde d'enfants ou personnes vulnérables, ou même maladie, parce qu'il y a des salariés qui sont malades, hein, qui continuent à être malades, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois leur maintenir leur salaire, etc. Alors, on va commencer par l'activité partielle. Si vous voulez, sur l'activité partielle, il y a une difficulté actuellement. Alors, je vais reprendre mon petit… hop. L'allocation d'activité partielle, comment elle est calculée? Alors, il faut déjà distinguer deux choses. Il y a ce que l'employeur va verser aux salariés et il y a ce que l'employeur va récupérer de l'État. C'est deux points. Et bien sûr, on va commencer par calculer qu'est-ce que moi, en tant qu'employeur, je dois verser aux salariés. Alors, pour déterminer ce que je dois verser aux salariés, le calcul, il doit être fait de cette manière-là. Le texte, si on suit le texte de loi, donc on va prendre un salarié qui travaille aux 35 heures, hein, pour simplifier. Ensuite, on évoquera les heures supplémentaires derrière. Désolé, hein, c'est très mal écrit, mais j'ai pas de palette. Je m'en achèterai une pour le prochain confinement. Et donc, pour un salarié qui travaille aux 35 heures, donc ça fait 151,67 heures par mois, eh bien, pour ces salariés-là, eh bien, on va faire ce rapport-là dans un premier temps. On va prendre en haut la rémunération qui sert de calcul pour les congés payés. Donc là, Pauline va nous expliquer un peu plus. Et on va la ramener au temps, à la durée légale du travail. Donc divisé par 151,67. Alors Pauline, tu peux peut-être juste faire une aparté sur c'est quoi la rémunération qui sert de référence pour les congés payés? Est-ce que je dois intégrer, le cas échéant, mes heures supplémentaires? Est-ce que je dois intégrer mes primes, etc. Alors, bonjour à tous. Alors effectivement, la rémunération qui est prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle, c'est la rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés. Donc dedans, il convient d'inclure toutes les primes et indemnités qui sont versées en contrepartie du travail du salarié et qui présentent un caractère obligatoire pour l'employeur et qui ne rémunèrent pas à la fois déjà les périodes de congés payés. Traduction, ça veut dire qu'en termes de, évidemment, on va prendre en compte les 35 heures du salarié, on va surtout se référer sur la période le mois en fait, qui précède la mise en activité partielle. Donc, on exclut pour la rémunération prise en compte la règle du dixième. On ne tient pas compte de la règle du dixième. On va prendre en compte la rémunération qui précède la mise en activité partielle. Et dedans, on va inclure toutes les primes qui ne sont pas allouées globalement pour l'ensemble de l'année avec les périodes de congés confondues. C'est-à-dire qu'on va inclure dedans toutes les primes de rendement, les primes d'objectifs, les primes de résultats, les primes qui sont calculées sur un chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salarié. On va prendre en compte les primes de performance, les commissions générées par les commerciaux. Mais on va exclure les primes qui ne sont pas liées à l'activité du salarié et qui sont versées pour toute la période annuelle. C'est-à-dire, par exemple, la prime de 13e mois. Elle va être exclue du calcul. De la même manière, parce que cette question avait été posée, je crois, par l'un d'entre vous. Particulière. Pardon ? Non, continue, c'est pas. De la même manière, on va exclure la prime d'ancienneté. Parce que la prime d'ancienneté, c'est un élément qui figure d'ailleurs expressément dans la documentation technique sur l'activité partielle. La prime d'ancienneté, elle est versée y compris pendant les périodes de congés payés. Donc, on ne va pas la verser deux fois. Donc, on ne la prend pas en considération dans l'assiette de l'indemnité pour le calcul de l'activité partielle. Donc, voilà un petit peu les règles applicables sur la rémunération à prendre en compte pour l'activité partielle. Je te laisse poursuivre peut-être, Quentin. Oui, alors on va prendre pour notre exemple, on va dire que la rémunération de servant de référence au congé payé, c'est 2 000 €. D'accord? Donc,
Donc là, en fait, ce calcul, il va nous permettre d'avoir la rémunération horaire habituelle servant de base au calcul de mon indemnité d'activité partielle. Et donc, si je fais 2000 divisé par 151,67, ça nous fait 19 euros. Donc ça, c'est la rémunération horaire habituelle du salarié. Et donc, pour savoir le montant que je dois garantir à mon collaborateur, on va la diviser par 70 parce que je vous rappelle que l'employeur n'a l'obligation que de maintenir 70% de la rémunération de son collaborateur, sauf obligation conventionnelle ou alors on a des employeurs qui, de manière unilatérale, décident de maintenir un montant supérieur. Nous, on va rester pour l'instant sur les 70%. Donc ici, je fais fois 70%, et ça nous donne, je le fais avec vous en direct, ça nous donne 9,23 euros. Donc ça, les 9,23 euros, c'est l'allocation horaire que l'employeur va devoir maintenir au profit de son collaborateur. Et quand je dis l'État, c'est l'UNEDIC, hein, bien évidemment. L'UNEDIC, sur ces 9,23 euros, va rembourser 100% de cette indemnité. Le plafond d'indemnisation qui va être fait par l'État, c'est 70% de 4,5 SMIC. Donc, en gros, c'est dès lors que ce calcul va donner lieu à un montant supérieur à 31,9 euros, eh bien, l'employeur aura l'obligation, par exemple, imaginons j'ai 40 euros, après ce calcul, l'employeur a, après ce calcul, là, ça me donne 40 euros, l'employeur a l'obligation de verser une indemnité horaire de 40 euros aux salariés. En revanche, l'État ne lui remboursera que 31,9 euros. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle un reste à charge pour l'employeur. D'accord ? C'est pour les salariés qui ont une rémunération supérieure à 4, de mémoire 61 000 euros, il me semble. Ça, c'est pour les salariés aux 35 heures. Et actuellement, on a un débat assez important pour les salariés qui ont des heures supplémentaires ou des heures supplémentaires structurelles ou même des heures supplémentaires classiques. On va prendre un cas très classique qui se rencontre dans énormément d'entreprises. J'ai des salariés qui sont aux 39 heures. Comment je fais pour faire mon calcul? Donc, 39 heures, hop, 39 heures par mois, ça fait 169 heures. D'accord? Et là, en fait, il y a deux hypothèses. Et pour le moment, je suis désolé, mais tout le monde n'est pas encore d'accord. Il y a une petite guerre entre les experts comptables, les prestataires P et les avocats. Et c'est une petite guerre qui n'est pas anodine parce qu'elle peut avoir des incidences assez importantes. Et on va vous faire les deux hypothèses et on va vous donner nos préconisations pour l'instant. La première hypothèse, c'est, imaginons, donc lui, on a un salarié qui fait 169 heures et il touche 2700 euros bruts. Quand je dis 2700 euros bruts, c'est l'assiette congé payé que Pauline a évoqué tout à l'heure. Première hypothèse, c'est je prends les 2700 et je ramène ces 2700 à la durée légale du travail. Et la durée légale du travail, c'est 151,67. Donc, ça nous fait ça nous fait 17,8. Et si on fait fois 70%, ça nous fait 12,46 euros par heure d'allocation partielle. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est je prends toujours ma rémunération de 2700 euros, mais je ne vais pas la diviser par la durée légale du travail, je vais la diviser par la durée effectuée par mon collaborateur, c'est-à-dire 169 heures. Et donc, dans ce cas-là,
bien évidemment, on va avoir un montant inférieur. Ça nous fait 2700 divisé par 169, ça nous fait 15,9 et on multiplie par 70%. Ça nous fait 11,13 € d'un maintien. Donc, on a deux hypothèses avec des montants qui sont quand même assez différents, puisque on a 1,33 € d'écart, ce qui nous fait pour un mois complet d'inactivité un delta de 200 € quasiment. Donc, ce n'est pas anodin comme problématique qui est en train de se poser. Et donc, ces deux hypothèses, en réalité, la première, c'est une application stricte du texte de loi qui nous dit comment je calcule mon allocation d'activité partielle. Et la deuxième hypothèse, c'est une application un peu plus économique, un peu plus logique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que nous disent les personnes qui sont sur la deuxième thèse, ils nous disent oui, mais comme au numérateur ici, j'ai 2700 € qui prend en compte mes heures supplémentaires, c'est totalement illogique de venir les diviser par un nombre d'heures qui ne prend pas en compte mes heures supplémentaires. Parce que sinon, ça revient à survaloriser le montant des heures supplémentaires effectuées. Alors, très franchement, moi, je suis extrêmement partagé entre ces deux hypothèses. J'ai envie de dire, si on applique vraiment le texte de loi de manière bête et méchante, on applique la thèse numéro 1. Par contre, c'est vrai que la thèse numéro 2, d'un point de vue strictement économique, est beaucoup, beaucoup plus logique. Pour l'instant, on n'a pas de précision de l'administration, on n'a pas de réponse très claire. Et d'ailleurs, on sent bien qu'ils ne sont pas à l'aise parce que à chaque fois qu'on essaie d'avoir une position, on n'a pas de réponse claire sur le sujet. Il y a un simulateur qui a été mis en ligne qui, encore une fois, ne répond pas. Moi, à mon sens, la préconisation pour l'instant, à date, ça serait plutôt appliquer cette deuxième méthode si vous avez des heures supplémentaires. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple de faire des régularisations en paye le mois suivant en versant plus aux salariés, plutôt que de dire aux salariés, en fait, je vous ai versé trop, je viens vous reprendre de l'argent. D'accord? Donc, à date, j'appliquerai plutôt la deuxième méthode à titre de sécurité. J'attendrai de voir comment ça évolue les positions de l'administration. Et le cas échéant, je ferai des régularisations sur ma paye du mois d'avril. Alors, est-ce que c'est clair sur ce point? Il y a des petites questions sur le côté, mais ouais. C'est… J'y viens. Alors, on va tout de suite changer. On va tout de suite, je continue mon partage d'écran. Donc, toutes les petites questions qui sont sur le côté, c'est la question du traitement social, en gros, de ces primes. Alors, attendez, je peux faire. Ça ira plus vite. Alors, le traitement social de ces primes, elles sont soumises toutes, que ça soit l'allocation qui est versée dans la limite de 70%, ou alors si j'applique une convention collective qui m'impose de maintenir plus de 70%, ou alors si je suis tout simplement, je décide de verser plus de 70%, toute l'allocation est exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est-à-dire que sur les revenus d'activité, c'est-à-dire que vous n'allez payer zéro, vous en tant qu'employeur, vous n'allez payer 0 €, vous allez payer 0 € de charge. Notamment, j'ai eu la question tout à l'heure, vous n'allez pas payer de cotisation de retraite et vous n'allez pas payer de cotisation de retraite complémentaire. Je fais quand même l'aparté, le point qu'on a évoqué tout à l'heure sur les cotisations pour les régimes de prévoyance et frais de santé, ça, il faudra potentiellement en payer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, vous allez payer 0 € de charge. Les seules contributions qui vont être acquittées sur cette somme, ça va être la CSG-CRDS au taux des revenus de remplacement, c'est 6,7%. Et ça va être acquitté après l'application d'un abattement pour frais professionnels de 1,75%. Donc, en gros, on va dire, mon salarié, il a perçu 1 000 € d'allocation d'activité partielle sur le
ça va être soumis à 1000 moins 1,75% de 1000. Donc, ça nous fait une assiette de 982 euros. Et ces 982 euros, ils vont être soumis à la CSG-CRDS à hauteur de 6,7%. Ça fait 65 euros. C'est-à-dire que l'employeur va devoir précompter 65,82 euros sur cette allocation. J'attire votre attention sur un point qui était loin d'être évident quand l'ordonnance est sortie, mais qui maintenant est beaucoup plus clair. C'est il y a eu un cas où on ne va pas payer, où on va payer partiellement la CSG-CRDS, c'est lorsque l'application de la CSG-CRDS a pour effet d'amener le montant de mon allocation à 8,03 euros. En gros, si après application de la CSG-CRDS, je descends à moins de 8,03 euros, et bien en fait, je ne vais pas payer de CSG-CRDS. Et en fait, en tout état de cause, le paiement de la CSG-CRDS ne peut pas nous emmener à payer moins de 8,03 euros par heure à nos collaborateurs. C'est un principe d'écrêtement. Il reste beaucoup de temps, Quentin, encore? Tu as encore beaucoup de choses à voir? Non, enfin là, c'était quasiment fini sur le régime social. Je voyais des petites questions sur le côté. Pauline, peut-être sur j'ai vu des points sur les forfaits jours et la prime d'ancienneté. Ouais, alors on va peut-être accélérer aussi un petit peu, Quentin. Après, chaque personne pourra venir nous poser peut-être des questions. Ouais, après, de toute façon, je donnerai vos coordonnées. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, on s'était dit avec Quentin que on permettait à chacun de nous appeler pour nous poser une question gratuite à l'issue du webinar. Voilà, donc vous avez la possibilité de nous poser une seule question. Donc n'hésitez pas et on va être contraint d'accélérer un petit peu parce qu'on a dépassé le temps limite. Bon, simplement très rapidement sur la question du forfait jour, la règle qui a été fixée, elle était la suivante. Soit sur l'allocation en fait qui est perçue par l'employeur, donc soit la rémunération du salarié elle est inférieure à 4,5 SMIC, auquel cas l'employeur perçoit une allocation qui est équivalente à 100% de ce qu'il verse, s'il n'a plus de reste à charge, donc c'est-à-dire l'équivalent de 60% de la rémunération brute du salarié. Soit la rémunération du salarié est supérieure à 4,5 SMIC, auquel cas l'employeur va percevoir à titre de remboursement une allocation qui sera équivalente à 70% de 4,5 fois le taux horaire du SMIC, c'est-à-dire 31,98 euros. Donc, il va avoir, pour les rémunérations qui sont supérieures à 4,5 SMIC, un reste à charge sur la partie qui excède. Donc voilà sur les forfaits jours. Ensuite, très rapidement, sur la question des arrêts de travail. Bon, ça a déjà été vu dans le cadre d'un précédent webinaire qui a eu lieu la semaine dernière, qui était plus axé sur la partie droit du travail. Mais en quelques mots, il y a plusieurs arrêts de travail un peu dérogatoires qui ont été créés dans le cadre de cette crise du coronavirus et qui ont vocation à répondre voilà, à des hypothèses un peu particulières. Donc, on a eu d'abord le cas de l'arrêt maladie de garde d'enfants qui, lui, vise les situations des salariés qui sont contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants de moins de 16 ans et qui ne sont pas en mesure de faire du télétravail. Donc, pour ces salariés-là, c'est l'employeur qui déclare lui-même l'arrêt de travail en ligne et qui va donc s'engager en fait sur le fait que le salarié ne peut pas faire de télétravail, c'est incompatible avec l'arrêt de travail maladie garde d'enfant, et il va solliciter du salarié une attestation où celui-ci va expliquer qu'il est le seul parent à bénéficier de l'arrêt maladie pour le jour concerné pour garder son enfant de moins de 16 ans. Donc ça, c'est le premier type d'arrêt dérogatoire. Deuxième type d'arrêt, c'est l'arrêt personne fragile qui a été rajouté après, qui lui concerne les personnes qui sont considérées comme étant vulnérables et qui donc sont contraintes de rester chez elles. Donc c'est la même idée, il ne faut pas que ces personnes soient en mesure de faire du télétravail. Et donc là, par contre, ça n'est pas l'employeur qui fait la déclaration en ligne, très certainement puisqu'on parle de
possible. Hein. Il faut que le salarié en fait vulnérable, il présente en fait une affection longue durée. Une affection longue durée qui est présente sur une liste qui a été établie par décret. Donc, c'est le salarié qui fait lui-même sa déclaration d'arrêt de travail sur le site Amélie. Donc, sur ces arrêts maladie, il y a des problématiques qui se sont posées en termes d'articulation avec l'activité partielle. Donc, je vais y revenir très rapidement et ensuite on finalisera avec Quentin. Donc, sur l'articulation arrêt maladie, activité partielle, il y a un premier point déjà, c'est sur les arrêts maladie classiques. Comment les articuler avec l'activité partielle? Deux hypothèses. Soit l'arrêt maladie avait déjà commencé avant le placement en activité partielle. Auquel cas, eh bien, le salarié reste en arrêt maladie jusqu'à la fin de l'arrêt qui a été prescrit. Et à la fin de son arrêt, si l'arrêt n'est pas renouvelé, eh bien, il va basculer dans le régime de l'activité partielle. Une précision toutefois, à partir du moment où l'activité partielle démarre dans son service ou dans son unité de production ou dans son établissement, eh bien, le salarié ne va plus percevoir le complément employeur qui était prévu par les dispositions légales ou conventionnelles, mais en fait, son complément employeur va être plafonné à l'équivalent de 70% de sa rémunération brute, c'est-à-dire à ce que perçoivent les salariés qui sont les salariés de son service ou de son unité de production qui sont eux-mêmes placés en activité partielle. L'idée étant que, alors ce principe il est issu d'arrêts assez anciens de la Cour de cassation, mais l'idée étant que le salarié qui est en arrêt de travail ne doit pas percevoir plus que les salariés de son service ou de son unité de production que s'il avait travaillé. Deuxième hypothèse, si le salarié est d'abord placé en activité partielle et qu'ensuite il présente des symptômes et qu'il tombe malade. Alors là, le bénéfice du dispositif, donc pareil, sur les arrêts maladie classiques, là, le bénéfice du dispositif d'activité partielle s'interrompt jusqu'à la fin de l'arrêt prescrit pour laisser place au dispositif d'activité, au maintien de salaire au complément employeur, selon les mêmes règles que ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire toujours avec le plafonnement équivalent à 70% de la rémunération brute. Ensuite, articulation entre les arrêts maladie dérogatoires, donc arrêt maladie garde d'enfants et arrêt maladie personnes vulnérables et activité partielle. Donc là, deux hypothèses. Première hypothèse, vous êtes dans le cas d'une entreprise où vous avez pratiqué la fermeture totale de l'entreprise ou en tout cas, vous avez mis en place l'activité partielle de manière, sous la forme d'une suspension totale du travail. Auquel cas, eh bien, ces arrêts maladie sont incompatibles avec la situation d'une fermeture totale. Pourquoi? Puisque si le salarié il est placé en activité partielle totale, par définition, il n'est pas contraint de se rendre sur son lieu de travail. Et par définition, eh bien, l'arrêt maladie garde d'enfant ou l'arrêt personne vulnérable, il n'a plus d'objet. Donc, il y a une incompatibilité. Donc, si vous aviez des salariés qui étaient déjà en arrêt maladie garde d'enfant et qu'à posteriori, vous avez placé tous les salariés en activité partielle totale, eh bien, il faut interrompre l'arrêt maladie. Donc, il faut informer l'assurance maladie du fait qu'on interrompt et qu'on bascule dans le système de l'activité partielle. En revanche, si vous pratiquez une réduction d'activité et non pas une suspension totale ou une fermeture totale d'un établissement ou d'une unité, eh bien, dans ce cas-là, ça va dépendre. Donc, vous ne pouvez pas cumuler en fait réduction d'activité avec chômage partiel et arrêt maladie. Donc, ça va être au cas par cas. Soit le salarié il est en arrêt maladie parce qu'il remplit les critères, soit il est en activité partielle, mais il ne peut pas être les deux à la fois. Voilà. Merci. Il y a des petites questions qui sont apparues sur le côté, Pauline ou Quentin? Heure de délégation et activité partielle. Ah oui, ça, alors effectivement, ça c'est un sujet intéressant qui a été posé à plusieurs reprises par nos clients. En fait, il peut paraître effectivement un petit peu injuste que les représentants du personnel ils perçoivent 100% de leur rémunération parce qu'ils posent des heures de délégation alors même que toute leur entreprise est fermée. Mais pour l'heure, à date, en fait, on n'a aucun fondement ni légal, ni jurisprudentiel, ni doctrinal
qui nous permet de dire que les heures de délégation ne doivent pas être rémunérées à 100%. Et au contraire, d'ailleurs, le principe qui demeure, hein, c'est le suivant. Les heures de délégation, elles sont décomptées comme du temps de travail effectif et donc elles doivent donner lieu à un paiement intégral à 100%. Ok. Il y avait un petit point, mais Que s'il avait travaillé, pas s'il avait en activité partielle. Et moi, je comprends qu'il faut lutter contre l'effet d'aubaine. Je ne suis pas sûre d'avoir compris le… Anne-Cécile, vous pouvez peut-être prendre la parole pour expliquer un peu votre question. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Je comprends qu'on fasse application. C'est une vieille jurisprudence, je crois, de 82 ou 83, qui dit qu'effectivement, le salarié en arrêt maladie ne doit pas percevoir plus que ses collègues qui sont placés en activité partielle. Mais le texte dit plutôt, voilà, si le salarié avait travaillé. Donc, le maintien de la rémunération sur 70% est discutable, mais voilà. Déjà, c'est discutable dans le sens où les jurisprudences, elles sont assez anciennes, hein, donc on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un revirement de jurisprudence. Maintenant, ces jurisprudences-là, il y en a quand même eu 3 dans les années 80. La dernière, elle date de 87. Elle portait expressément sur un cas d'activité partielle. Ouais, je sais. C'est assez similaire et surtout, elles ont été reprises dans le cadre du dernier question-réponse qui a été mis à jour ce week-end, voilà, par le… Non, mais je suis d'accord. Et c'est plutôt logique, c'est vrai, parce que sinon, c'est un petit peu facile, quoi. Ma vraie question était plutôt sur la prime d'ancienneté que vous ne prenez pas en compte dans la base CP. Alors, sur la CP, on pourra en discuter si vous voulez toutes les deux. J'ai été un petit peu vite parce que il y a effectivement des petites nuances. Il y a eu pas mal de décisions de la Cour de cassation sur est-ce que, non pas sur l'activité partielle, mais sur la prise en compte dans l'indemnité de congé payé. Parce qu'il y a effectivement certaines primes d'ancienneté dont les critères de versement sont calqués sur l'horaire effectif de travail du salarié et elles ne sont pas nécessairement versées d'ailleurs pendant la période de congé payé. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a lieu de les intégrer. Donc en fait, il faut regarder les dispositions précises de l'accord qui constitue la prime pour donner une réponse qui soit parfaitement précise sur ce sujet. Il y a juste un petit dernier… Ça répond à ma question. Okay, merci. Il y a juste un petit dernier point, Pauline, et après, Quentin et Pauline, on va peut-être arrêter. Je ferai une petite conclusion. Et donc voilà, si tu peux juste répondre à la dernière. Désolée, je n'ai pas compris, s'il n'est pas possible d'alterner chômage partiel et garde d'enfants, que doit-on faire? Alors, c'est-à-dire soit on est dans le cadre d'une fermeture totale avec suspension totale et auquel cas normalement la question de l'alternance ne devrait pas se poser puisque c'est l'activité partielle qui va prendre le dessus sur l'arrêt de travail, soit on est dans le cadre d'une réduction d'activité, auquel cas soit le salarié, auquel cas là déjà il n'y a pas de… Non, c'est le conjoint qui est réquisitionné certains. Alors, sur la question du conjoint qui est réquisitionné certains jours, effectivement, il me semble que vous aviez posé, madame, cette question lors de votre inscription. Pour les personnels de santé en fait, qui sont réquisitionnés, il y a effectivement des modes de garde d'enfants qui sont prévus, qui ne sont pas obligatoires. Hein, donc, ce n'est pas parce qu'il y a une possibilité de mode de garde d'enfants pour les personnes réquisitionnées qu'on est obligé d'y recourir, a priori en tout cas. Donc, ça n'empêche pas le conjoint de la personne réquisitionnée de bénéficier de l'arrêt maladie garde d'enfant si les critères, en tout cas, de celui-ci sont réunis. On va clore Quentin. Quentin, donc c'est bon de ton côté? On a vu tout ce qu'on devait voir. On a survolé les principales problématiques paye. Après, en réalité, c'est compliqué parce que tous les jours, il y en a des nouvelles. Hein. Bien sûr, bah oui, ça évolue tout le temps. Donc, c'est pourquoi, donc là, on va clore ce webinaire. Je vous remercie tous les deux, Quentin et Pauline, de votre intervention. Je vous remercie à tous de votre participation.
Donc là, j'ai bien enregistré le podcast. Je vous l'envoie à tous. Donc, ça sera par WeTransfer parce que c'est assez lourd. Et par mail, je vous enverrai à tous les coordonnées de Pauline et Quentin, mail et numéro de téléphone pour que vous puissiez revenir vers eux pour des compléments d'information. Donc, écoutez, je vous remercie à tous. Sachez que jeudi, on a un le prochain webinaire, c'est avec la Banque de France, avec le directeur de la Banque de France 93, sur tout ce qui est gestion financière, médiation, accompagnement du chef d'entreprise et accès aux fonds de solidarité. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.